Bonjour, bienvenue à tous. C'est le 5e numéro, si je ne me trompe pas, de l'ESC Made in France, votre podcast préféré des fans français de l'Eurovision. Et donc, cette semaine, nous avons, alors avec moi, Frédéric, votre présentateur, on a Adil. Bonjour Adil. Bonjour. Bienvenue Adil. Nous avons Arthur. Bonjour Arthur, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Oui, pour les gens qui écoutent le soir, c'est bien de penser à eux aussi également. Pour s'endormir, je pense qu'on doit être un somnifère assez bon. Et, et enfin, nous avons un petit nouveau qui s'appelle Alexandre. Bonjour Alexandre. Bon matin. Bon matin. Bienvenue. Que nouveau le plaisir de ton venue? Écoutez, je suis content d'être ici et pour pouvoir parler un peu de tout ce qui se passe dans le monde de l'Eurovision, comme à chaque semaine pour vous, je pense. Ouais. Et voilà, ça fait plaisir d'être ici et voilà, tout simplement. Eh bien, bienvenue. Donc, le sommaire aujourd'hui, c'est quelques petites infos qui sont sorties. Donc, on va traiter ça dans les news comme d'habitude dans une première partie d'émission. La deuxième partie, évidemment, on vous en a parlé plusieurs fois dans les précédents numéros, c'est la sortie du film Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga, sur lequel on va pas mal s'étendre, parce qu'on a beaucoup d'avis, j'imagine, à partager. Et enfin, en troisième partie, exceptionnellement aujourd'hui, vu qu'il se porte sur le film, ce sera le quiz, avec des questions plus ou moins pointues. Là, je pense que ça va jouer sur la chance, quelle question va tomber sur vous ou pas, ce sera vraiment le hasard. On verra si vous avez bien retenu ce qui se passe dans le film, limite voir certains détails même assez précis du film. Donc, on commence tout de suite avec la première partie de ce podcast, c'est les news. Donc, dans les news cette semaine, on va commencer par la petite information. Donc, ça y est, c'est l'été et c'est le retour des programmes d'été sur les chaînes de télévision, donc Fort Boyard en l'occurrence sur France 2. Et donc, toute première de la saison cet été, si on a bien compris, donc le 11 juillet, dans 2 semaines, ce sera la présence de notre ami Tom Leb. Sacha, tu penses regarder, toi? Écoute, je sais pas, peut-être que je regarderai pas en replay, mais sur le streaming, voilà. Ouais. Et en soi, Fort Boyard, je trouve que c'est une émission qui est extrêmement intéressante, surtout sur le service public français. Ouais. Et le fait que Tom Leb, qui fait partie de l'Eurovision Family, c'est intéressant. Après, Fort Boyard, c'est une émission que je regardais surtout les émissions des années 2000, quand j'étais petit. Ouais. Maintenant, bon, c'est sûr que le format a évolué, c'est pas forcément les mêmes candidats, Oui. c'est pas forcément les mêmes épreuves. Fort Boyard, il y a 12 ans, ça n'a rien à voir maintenant. Et avec maintenant, pardon. Et mais en soi, pourquoi pas, je pourrais jeter un œil. C'est vrai que Fort Boyard, c'est très intéressant comme émission, je trouve. Peut-être même l'une des meilleures émissions qu'on ait en France. Et donc, pourquoi pas, ouais, j'irai sûrement jeter un coup d'œil. Oui. Ok. Arthur? Alors, j'avais une question avant. C'est Sacha ou c'est Alexandre? Ah oui, Les deux. pardon, du coup, je t'appelle Sacha parce que c'est marqué Sacha, mais j'ai pu, j'ai pu penser. Tu peux m'appeler comme les deux. Tu peux m'appeler les deux. D'accord. Arthur, du coup, toi, tu vas regarder Tom Leb? Arthur? Je m'étais lassé il y a un petit peu, il y a quelques années, je m'étais lassé de Fort Boyard. Mhm. Mais là, c'est le retour de la famille de l'Eurovision sur Fort Boyard parce que ça avait été perdu avec Madame Monsieur et Bella Hassani qui n'était pas venue l'an dernier, je Oui, crois. c'est la question que j'allais poser. C'était quand la dernière fois qu'il y avait eu un candidat de l'Eurovision dans Fort Boyard? Et donc, visiblement, je dis que les deux derniers, Je ils crois que étaient c'était Alma. Il y avait Alma, oui. Ouais, Ok. Alma qui avait participé. Ouais. Du coup, oui, là, c'est le retour de la famille de l'Eurovision. Alors, il y aura certes Tom Leb, mais il y aura aussi, je crois, Cyril Ferraud qui fait une épreuve. Mais il n'y est pas tous les ans, lui, à Fort Boyard. J'ai l'impression qu'il a le profil. Mais en fait, ce qui serait marrant, ce serait qu'il fasse une émission avec que d'anciens chanteurs de l'Eurovision. Moi, je vois bien Marie-Myriam faire un combat de boue.
Ça lui irait très bien. Enfin voilà quoi, qu'il fasse des épreuves, oui, avec une équipe Eurovision. Je pense que Moi, c'est. je pense que effectivement, ça pourrait être bien et surtout de faire ça, parce que je pense qu'en dehors de ce que je vais dire, je pense que France 2 a pas vraiment de raison de faire ça. Mais ce qui pourrait être bien, c'est que le jour où la France gagne vraiment l'Eurovision, France 2 pourrait très bien faire une spéciale Fort Boyard le temps d'une soirée, d'un week-end, avec effectivement que des anciens candidats français à l'Eurovision. Je pense que ça pourrait vraiment être très bien. Va même des candidats francophones comme Blanche ou bien Loïc Noté. Oui, voilà, des gens qui ont fait la Suisse ou la Belgique, évidemment, ils pourraient très bien le faire aussi. Oui. Il faudrait plus et il faudrait un élargissement en fait. Hein. Oui. La Croatie, maintenant, on va décaler un petit peu un peu plus vers l'est. Et la deuxième info qui est tombée cette semaine, c'est donc la télévision publique croate HRT qui a décidé de laisser tomber Demir et de faire comme un peu les Nordiques l'année prochaine, reprendre comme si de rien n'était leur finale nationale. Adil, est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu avais bien aimé, toi, Demir et sa chanson? J'aurais tellement aimé que la HRT leur prend. Hein. Et puis c'est vrai que c'est un europhane pas parmi nous. Hein. Et il avait adoré la chanson La France en 2003 avec Monts et Merveilles. Ok, j'adore les détails pointus que tu donnes parfois. J'ignorais en plus, donc c'est intéressant. Alexandre. Ben moi, je trouve que, comme d'habitude, c'est toujours dommage qu'un représentant se fasse jarter par son diffuseur. Et mais après, je trouve que c'est pour les pays nordiques, je trouve que c'est personnellement, je trouve que ça peut être compréhensible parce que c'est une grosse partie de leur business. Et comme avait fait la Norvège qui avait proposé Ulrike de revenir, mais qui a refusé finalement, je trouve que la Croatie a pas vraiment d'intérêt parce que en soi, bon, Dora a été, ils ont refait renaître Dora il y a quelques temps. Avant, bon, c'était des sélections internes, il me semble. Oui. Je trouve franchement, ils auraient pu revenir avec lui. Enfin, tu vois, je trouve que tu soulèves un point intéressant parce que si ça se trouve, ça marche plus qu'on l'imagine parce qu'on n'a pas forcément les informations là-dessus comme on en a des pays du Nord. Et puis aussi, tu l'as soulevé également, le fait qu'ils aient relancé Dora récemment. Peut-être qu'ils se disent, on vient juste de le relancer, on va pas le recasser une nouvelle fois. Alors qu'on vient de repartir, tu vois. Enfin, peut-être que c'est dans un esprit de garder la continuité d'avoir relancé le truc, qui fait que ça a dû jouer également. Et ils se sont dit, c'est pas grave, Demir, il peut toujours revenir avec une autre chanson, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Comme d'habitude, hein, c'est triste quand un participant se fait un petit peu rejeter par sa délégation. Je pense que, je n'aimais pas trop la chanson de base d'Olivier Vietray que je trouvais. C'est bien parce que vous avez fait l'effort de vous souvenir du titre, moi j'aurais pas pu le ressortir. Si ça avait été en anglais, ok, mais là, pétard. J'ai très qui a été bof, moi je l'ai trouvé vraiment bof, j'ai un petit peu perdu ce goût des ballades balkaniques. Mais comment dire, c'est triste, bien évidemment, je pense qu'ils auraient dû lui donner au moins la possibilité de rentrer dans la finale nationale d'un coup. Oui. Oui. Mais c'est dommage. Non, mais c'est vraiment dommage quand un participant s'en va comme ça. Voilà. Bon, on va finir sur une note joyeuse, là, n'est-ce pas? Et non, mais du coup là, pour le coup, j'ai ça en rigolant, mais un truc qui évoque l'espoir, on va dire, et l'enthousiasme un peu plus. Cette fois-ci, c'est l'info qui est tombée juste à quelques heures après qu'on a enregistré le podcast la semaine dernière, et on parlait justement du fait que Tom Leb ne reviendrait pas. C'est que la France va de nouveau avoir une finale nationale. Comme a été annoncé par Alexandra, je sais plus quoi son nom de famille. Je suis mauvais avec les noms, moi. Daniel. Voilà. Et donc qui est une des directrices des programmes de France 2. Alors moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir que vous me disiez
Est-ce que vous imaginez, enfin, ce que vous attendez de cette nouvelle version de finale nationale, même si on n'a encore pas tellement d'infos. Alors pour faire un point rapide, je vais vous sortir les infos qu'on a. Donc ça devrait se passer sur un soir, une soirée. C'est prévu dans une grande salle de concert en province. Ce sera une production France Télévisions, donc ce sera entre guillemets en interne la production. Ce qui n'était pas le cas avec Destination Eurovision parce que c'était les producteurs de The Voice qui produisaient Destination Eurovision, et d'où le fait qu'il y avait eu beaucoup de chanteurs qui étaient allés à The Voice avant. Et enfin, on aura un jury. Elle nous a dit un jury, mais on ne sait pas encore si ce sera un jury national ou international, qui j'imagine sera pour les résultats couplés avec les télévotes du public français. Adil, ton opinion là-dessus, est-ce que tu as des attentes particulières? Comment tu imagines que ça va se passer ou que ça devrait se passer? En fait, pour moi, ça devrait se passer un peu comme dans Destination j'arrive pas à prononcer. Destination Eurovision, comme les 2 années, mais à condition, à trois conditions. Numéro 1, au niveau des chansons, faut pas prendre des trucs très connus. On l'avait avec Bilal, tout ça, avec les 150 points du public, ce qui donne un sentiment pas d'égalité au niveau du jury et du vote du Là, en public. l'occurrence, c'était pas la chanson vraiment, c'était lui qui a fait que il a réuni une communauté de jeunes qu'il connaissait depuis The Voice Kids, c'est un peu le tsunami des fans de Bilal, hein. Et bien, à propos de la chanson Bilal, il faut éviter à tout prix quand même une prod made in Madame Monsieur. Parce que on est beaucoup les personnes qui sont, mais c'est vrai que musicalement, ils ont peut-être pas le pragmatisme nécessaire pour Rotterdam, hein. Donc, on va éviter ça, ainsi que les compositeurs suédois, étant donné la haine de The Best in Me. Et puis, ça serait bien d'essayer de décoter un petit ancien candidat français qui nous a représenté dans la sélection. Je trouve l'optique serait intéressante, hein. D'accord. Alexandre? Ben écoute, je suis d'accord avec la majorité de ce que Adil a dit. Moi, je pense qu'il faut une sélection qui envoie du peps et donc on se souvienne en fait, tout simplement. Moi, j'aimerais pas, par exemple, avoir. Tu dis une sélection qui a du peps, pardon, parce que ça a coupé un petit peu. Oui, du peps, exactement, c'est ça. Une sélection qui a du peps et qui est mémorable en fait. Oui. J'aimerais pas avoir, par exemple, j'aimerais pas avoir ce qu'on a eu dans certaines éditions de Destination Eurovision, par exemple. Ouais. Je me souviens plus de comment il s'appelait, mais c'était une chanson qui, je crois, avait failli gagner la demi-finale. Je sais plus si c'était en 2008 ou 2019. Je crois qu'il s'appelait Maxime, mais je me souviens plus. Maximum avec Ailleurs. Oui, voilà, il me semble que c'est ça. C'était une balade à la guitare. On aurait envoyé ça au concours, j'ose même pas imaginer. Et il faut vraiment quelque chose qui soit mémorable, donc on se souvienne. Moi, j'aimerais un truc genre OK, par exemple. Oui. Mais oui, la même chose, mais avec une line-up similaire, avec, je dirais, au moins 12 chansons. Je dirais ça. Oui. Et pour ce qui est du déroulement avec le jury, tout ça. Moi, je pense qu'il faut un jeu international. Je pense que c'est essentiel dans une sélection externe aujourd'hui. Avoir un avis extérieur, c'est toujours bien et ça nous fait rapprocher de la marque Eurovision aussi. Qui est présente dans beaucoup de sélections, notamment le Melody Festival. Et enfin, je pense que notamment pour la salle, parce que apparemment, on a vu qu'apparemment ça se déroulerait dans une grande salle hors de Paris, apparemment. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça fait déjà découvrir aux spectateurs étrangers, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent, de découvrir des villes autres que Paris. Autre chose que la Tour Eiffel, que France 2 a sans cesse rabâché depuis 5 ans à l'Eurovision, quoi. Exactement. Et le fait que ça se déroule dans une grande arène et non pas dans un studio, je pense que c'est une bonne touche aussi. Après, voir quelle arène ce sera. Je vois mal. Je vois pas quelle grande salle ils pourraient utiliser dans une ville. Oui, c'est ça. Ils vont devoir donner les tickets, quoi. C'est pas. Enfin, c'est. Je veux bien avoir ton avis aussi, Arthur. Je suis vraiment pas d'accord avec Adil sur un point. Oui. C'est sur les chansons Made in Madame Monsieur, comme il dit.
Je trouve que Madame Monsieur, avec leur chanson Merci, en 2018, ont vraiment eu comment dire, je trouve qu'ils avaient été vraiment mémorables en 2018, et la chanson Roi avait été aussi mémorable en 2019, peut-être un peu moins. Voilà, ils avaient leurs univers, ça a bien passé ça a bien passé en télé, radio, télé, tout ça. Oui, du coup, pour la sélection nationale, je me souviens qu'après qu'on ait du coup fait l'enregistrement du dernier épisode, que la sélection nationale soit révélée le jour d'après, et je me suis dit, bon, au cas où il y a des gens qui nous le reprochent, j'ai mis dans la description épisode enregistré juste avant l'annonce de National par France Télévisions, parce que je pensais que quelqu'un nous l'aurait rabâché. Bon, sinon, je trouve que c'est une bonne idée, franchement, cette finale nationale, parce que c'est bien de faire exporter plus l'Eurovision. Comme dit Alexandre ou Sacha, c'est bien que ce soit hors de Paris, parce que personnellement, je fais une overdose de Tour Eiffel à l'Eurovision. Ouais, c'est clair, ouais. Ah non, mais Eurovision Junior comme Eurovision normale, putain, t'as des Tour Eiffel partout. Qu'est-ce que je voulais dire pour terminer? Pour les styles de musique, ce serait bien d'avoir de tout. Oui. Et j'aimerais bien qu'on s'inspire un petit peu de ce qu'ils font en Ukraine avec Vidbir, parce que j'aime beaucoup Vidbir parce que les styles de musique sont très variés. Tu peux avoir une pop comme de l'expérimental, comme une chanson très douce. C'est un excellent point. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut qu'ils aient, entre guillemets, les boules d'inviter vraiment des artistes, mais de styles extrêmement différents, que tout le monde se sente vraiment représenté, quoi. C'est un point. Je kifferais voir Chaka Ponk à l'Eurovision. Oui, oui. C'est ce qu'on appellerait avoir des cornesses. Exactement. Mais j'aimerais aussi, excuse-moi de te couper, j'aimerais aussi rajouter quelque chose. Je pense que ça va faire controverse ici, mais je n'ai pas peur de le dire. Je pense qu'il faudrait enlever la barrière de la langue. Je pense que, en fait, je suis d'accord. Je trouve que le français n'est pas une langue moche, et je pense qu'il c'est bien de garder la langue française à l'Eurovision. Mais je pense que aussi de temps en temps, quelques années, je pense que ce serait bien des fois d'envoyer un peu d'anglais, pas forcément pour envoyer seulement pour envoyer de l'anglais, mais pour avoir peut-être un petit peu moins de limites de genre, parce que c'est vrai qu'on pourrait se permettre tellement de choses et faire de bons résultats avec ça. Ce qui n'est pas possible forcément avec le français, parce que y a des gens qui passent moins bien avec le français qu'à l'anglais, ça c'est clair. Et donc, je pense que ne pas abandonner le français pour autant, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais de temps en temps, voilà, faire comme d'autres pays font, tout simplement, tenter des styles différents avec l'anglais, justement. Et voilà. Ça disait un peu de langue régionale, un peu d'anglais, langue étrangère, aussi, oui. C'est vrai que niveau langue, on a vraiment de quoi faire, et quand on regarde, enfin moi je pensais, et pour relever le point d'Arthur et pour relever le tien, Alexandre, que quand on regarde les affiches de festivals tous les ans partout dans la France, on a un nombre impressionnant de groupes qui ont du coup une variété de styles très différents, qui chantent énormément en anglais. Et moi, je trouve dommage qu'on en soit encore à ce stade de la restriction de la langue, qu'on force les artistes, parce que c'est vraiment forcer à réduire une expression artistique, de pousser un artiste à dire ah ben non, mais là il faudra quand même que tu mettes une phrase en français, quoi. Enfin, on est arrivé à un stade où c'est ridicule, c'est-à-dire que ok, ça représente la France, ok, on a des valeurs et tout ça machin, mais on peut pas faire passer ce message-là au-dessus d'une expression artistique, quoi. C'est pas possible. Exactement. Et que pareil, si tu prenais l'exemple de Chaka Ponk tout à l'heure, moi j'adorerais les voir. Chaka Ponk, ils vont pas chanter en français, quoi. Ce serait n'importe quoi. Et pareil, moi je pense à Jane, par exemple. J'adorerais voir Jane à l'Eurovision. Faut pas qu'elle chante en français, quoi. C'est pas possible. Moi je relevais sur. Tu oublies 51, 40, 60.
À 40, oui, mais même c'est déjà beaucoup. Enfin, je veux dire, par exemple, je pense à Sébastien Tellier, il lui avait dit tu retoques ta chanson, il avait glissé une phrase rapide et il s'en était bien sorti, quoi. Enfin, c'était pas si choquant. Mais ouais, moi En fait, de base, c'est d'être full English, mais il avait mis un français, quelques mots français. Exactement, ouais, il avait mis une phrase sur le bridge. À l'Eurovision, le mixte français-anglais marche très bien. Oui, aussi, oui. Enfin, Natacha Saint-Pierre, elle a été la première, je crois, à le faire et c'était un excellent score. C'est-à-dire Amir, en 2016, oui. avec Chercher, le mix anglais-français nous avait fait pendant un temps propulser à la première place des bookmakers, je crois. C'était vraiment une bonne idée. Ça plaît vraiment aux gens aussi en général. Mais Alma, ça marchait bien, mais avec le revamp, autant la prod était quand même un peu mieux, autant un peu le mix français-anglais marchait moins bien qu'avec Amir. Hein. En fait, t'as eu l'impression que en anglais, c'était assez autotiné, les paroles qui étaient assez génériques, on a entendu plusieurs fois dans les chansons d'amour, tout ça. Bon, après, c'était pour peut-être éviter la disqualification parce que c'était joué ou commercialisé Requiem avant le 1er septembre. Donc, autant faire ça, en fait. Hein. Très bien. Oui, je suis assez d'accord. Il faudra qu'un jour on parle de ce scandale qu'il y avait eu avec Requiem. Oui, je suis assez d'accord aussi. Ça peut faire une bonne troisième partie d'émission. Il y avait autre chose que tu voulais dire, Arthur? Ouais, je voulais terminer par dire que j'étais d'accord avec ce qu'Alexandre dit, qu'il faudrait enlever cette barrière de la langue. Ouais. Même si je crois qu'on avait déjà fait ça, par exemple, avec Amaury Vassili qui avait chanté en Corse, si je ne me trompe pas. Oui. Hashtag meilleure chanson française de ce côté. J'étais obligé de la placer. Pour donner mon avis, moi, rapidement, sur l'info de la nouvelle sélection nationale, je trouve un truc qui est extrêmement important et qu'on souligne pas assez, et ça, bon, je pense que c'est un truc franco-français et on est assez victime de ça. Enfin, pas que français, mais peut-être en Espagne et dans certains d'autres pays, ça se retrouve aussi. C'est le fait qu'on ait du mal à garder un format carré, simple, et à le maintenir dans le temps. Et ça, c'est vraiment une mauvaise chose. Donc, j'espère que cette relance de finale nationale va pas être, entre guillemets, piétinée et bafouée par les égos des personnes qui vont succéder donc à Alexandra à France 2. Parce que du coup, c'est un pilier extrêmement important à l'Eurovision pour un pays d'avoir cette constance-là de garder sa finale nationale et d'établir une véritable marque, une véritable tradition avec ça. Je pense que si on fait ça cette fois-ci, on le fait sérieusement, il faudra vraiment instaurer un sens de tradition où les Français pourront vraiment se reconnaître dans cette finale nationale et ce sera pas une émission où on regardait, voilà, on choisit simplement une chanson pour l'Eurovision. L'Eurovision, c'est marrant, c'est machin, il faut vraiment embrasser tous les aspects, limite autant positifs que négatifs de l'Eurovision et entourer tout ça avec ce nouveau programme et le maintenir dans le temps. Ça, c'est extrêmement important aussi parce que quand on regarde les pays, il y a pas de recette magique. C'est les pays qui ont toujours les bons résultats. C'est la Suède, l'Italie, voilà, c'est des pays qui ont une bonne finale nationale qui est bien construite, qui représente vraiment littéralement une identité nationale musicale. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on ait également en France, qu'on puisse développer avec ce nouveau programme avec France 2, quoi. Après, l'Italie, ils ont carrément inspiré l'Eurovision. Oui, donc c'est carrément, ils sont carrément au-dessus. Interminable. Ils sont carrément au-dessus. Mais après, voilà, je pense que c'est l'idée de base de vraiment construire ce nouveau projet de cette façon-là. Et ensuite, bon, dans les détails cosmétiques, les règles et tout ça, ça se décide. Enfin, c'est très aléatoire. Mais je pense que le débat qu'on a eu également sur les langues et sur la variété des styles est aussi très importante là-dedans. Il faudra vraiment jouer sur une forte représentation des langues et des styles, ouais. Voilà pour ce qu'on... oui, Alexandre? Je suis totalement d'accord, je dis. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle info de finale de sélection nationale par France 2 en 2021. Et donc on va passer maintenant au gros du podcast cette semaine, c'est le film. Donc le film qui est sorti sur Netflix donc hier pour nous au moment d'enregistrement du podcast, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga.
Donc moi j'ai pensé sectionner cette partie-là en plusieurs petites parties. Si vous êtes d'accord avec ça, on peut commencer éventuellement par échanger sur l'histoire du film et le scénario. Adil, qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, c'est que ce que je veux dire, c'est ayant vu le film, le scénario est un peu basique parce que c'est tu vas jamais représenter l'Islande au concours, ils font la finale nationale, t'iras leur prestation. Après, c'est vrai que c'est un peu prévisible dans chaque scénario de film auquel, malgré les valeurs du concours, c'est une compétition, l'amour ne nous séparera pas. Bon, après, c'est un peu basique dans n'importe quel style de film. Et c'est vrai que ça retranscrit bien l'esprit du concours. Amical, un peu de compétition, mais pas trop de haine non plus, hein. Alexandre? Moi, personnellement, le film, je trouve que l'histoire, alors, effectivement, l'histoire ne suit pas la chronologie normale d'un concours Eurovision normal, Mhm. mais après, je trouve pas que ce soit un problème parce que c'est comme, j'avais pensé à cet exemple-là, c'est comme quand on fait l'adaptation, je sais pas moi, d'un livre en film, Oui, forcément, tu peux pas suivre exactement à la lettre ce qui s'est passé c'est un excellent dans le exemple. dans le livre en fait. Il faut adapter pour le cinéma. Oui, L'Eurovision, si on adaptait le format d'un concours, c'est-à-dire au début la sélection, ensuite 3 mois où il se passe rien, où les gens vont dans les pays pour chanter leurs chansons, pour faire la promotion. Ensuite, ils vont répéter demi-finale, deuxième demi-finale et finale. Bon, c'est pas, tu peux pas faire un film avec ça. Tu peux pas faire. on t'a coupé, Alexandre. Tu peux Je pas disais faire un film avec ça? je disais qu'on on peut pas faire Ouais. suivre la chronologie, c'est-à-dire promotion, deux demi-finales et finale et c'est fini. On peut pas faire un vrai film avec ça. Je pense que c'est bien de prendre quelques petites libertés pour que l'histoire soit mieux racontée. Oui. Et voilà, moi je pense que c'est... Et de mon avis personnel, général, je pense que le film était correct. Je m'attendais à dire. Exactement, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire on peut pas, enfin, l'Eurovision c'est un programme télé de musique, on peut pas faire un film où l'Eurovision sera le sujet principal finalement. Il fallait forcément une histoire de fond, et là bon évidemment on va dire que c'est plutôt un format de comédie romantique, hein. Bon c'est assez un petit peu différent du format classique de la comédie romantique, mais c'est vraiment ça l'histoire de fond de Fire Saga. Arthur? Le scénario, j'ai trouvé assez basique, bien qu'assez intéressant parfois parce qu'il dénonce pas mal de choses. Oui, Les problèmes de consanguinité en Islande. Oui, non mais oui, il y a de larges problèmes là-bas avec ça. Les problèmes de l'homosexualité en Russie. oui, Il y a pas mal il dénonce pas mal. Enfin, c'était des petites dénonces, mais oui. c'est quand même sympathique. Mhm. Le film suit plutôt bien le concours. D'ailleurs, ça m'a beaucoup énervé de lire des critiques de gens qui disaient que le film ne suit pas le concours et tout. C'est pas un biopic sur l'Eurovision, mais faut pas oublier que c'est une parodie. Oui, C'est mais une parodie comme même la le parodie, Palme show des inconnus, quoi. C'est pas. Voilà. Je suis complètement d'accord. Alors, Adil. C'est un hommage en quelque sorte. Oui, Oui, c'est un hommage. oui, c'est un hommage. C'est pas parce que même en utilisant le mot parodie, moi, enfin, c'est pas que c'est un peu fort. Ok, ça souligne des traits et beaucoup. T'as des clichés exacerbés, mais je trouve qu'on on s'éloigne pas tant que ça de la réalité, mais du tout quoi. Et les gens qui disent oh putain c'est une vision américaine de l'Eurovision, mais encore trop, enfin comment on dirait trop pas quoi, parce que c'est Will Ferrell il suit l'Eurovision depuis plus de 20 ans. Il y a été sur place plusieurs fois parce que du coup, enfin, sa femme est suédoise et il a vraiment une vision assez correcte de l'Eurovision et c'est pas une réduction de la vision américaine. Je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que c'est une vision du public général de l'Eurovision, c'est-à-dire qu'ils verront vraiment les côtés de travers que nous on verra pas avec nos œillets de fans, mais qui du coup sont très bien représentés dans ce film quoi.
Après, il y a quelques petites erreurs, on en reparlera sûrement après, par exemple du scoreboard en demi-finale qui a fait arracher les yeux de plusieurs fans. Ça rejoint ce que disait Alexandre, en fait, c'est l'adaptation du film à partir, entre guillemets, du livre, parce que la fin fait que on n'aurait pas pu voir ce passage-là. Donc, ils ont réadapté, entre guillemets, le concours pour qu'on voit, pour que le public qui connaît pas l'Eurovision voit le déroulement du concours, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, il y a beaucoup de, comment dire, il y a quelques petites erreurs par-ci par-là, mais ça n'empêche pas de vivre comme un vrai concours de l'Eurovision. Et globalement, l'histoire est assez bonne, quoi. Il y a vraiment les clichés qui sont étendus au maximum. Par exemple, le banquier islandais qui a peur de faire chuter son pays par l'organisation d'un concours. J'ai trouvé ça très drôle. Ce genre d'élément, c'était vraiment digne de la comédie romantique. C'est comme pour les elfes et l'explosion du bateau. C'est vraiment, voilà, c'est caractéristique d'une comédie romantique, quoi. C'est des trucs grotesques qui pourraient pas arriver dans la vraie vie. Voilà, c'est ça. Ça fait penser à une blague que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est le bateau explose et t'as l'autre qui dit « Oh là là, les elfes sont partis trop loin !» Oui, c'est vrai, c'était pas mal ce passage, ouais. Adil, qu'est-ce que t'as pensé des acteurs, du jeu d'acteurs en général? Après, ayant vu la VF, en fait, ma préférée, c'est Graham Norton qui est doublé par Jean-Claude Donda. Ouais. Alors, j'ai pas vu en français, donc du coup, est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il dit de particulier, qui serait assez drôle, ou t'as retenu quelque chose? Mais j'ai pas trop retenu quelque chose. Ils ont fait le boulot. Ok. Alexandre, pour les acteurs, qu'est-ce que t'as pensé? Moi, je trouve, alors, je m'y connais pas extrêmement en acting, je suis pas le meilleur pour juger ça, mais après, je trouve que ça allait. L'accent, pour ce qui est de l'accent islandais, notamment, je trouve qu'il était correct. Il aurait pu être bien plus stéréotypé que ça, mais je trouve qu'il n'était pas fait all over the place, tu vois. C'est-à-dire, il était modéré et pas dans le dénigrement. Et sinon, je trouve que l'acting passait de manière générale. Aucun acteur n'était vraiment dans même si c'est une parodie en soi, ça se sentait pas tout le temps que ça l'était par le jeu d'acteur, on va dire. Arthur, ouais. Le jeu d'acteur, enfin, moi j'aimerais souligner la performance de Rachel McAdams. Oui. Qui est assez bon. Oui. Franchement, j'ai été assez surpris. Ouais. Et si on peut les mettre dans la case d'acteurs, il y a une scène qui m'a beaucoup dérangé dans le film, que beaucoup de gens ont adoré, c'était la scène où il y a beaucoup d'anciens participants de l'Eurovision qui reviennent. Ouais. Si je peux vous faire la liste. Vas-y. Moi, j'avais beaucoup aimé. Hein. On a Lorenz, John Ludwig, Alexander Rybak, Conchita Wurst, Netta, Jamala, Anna Odobescu, qu'est-ce qu'elle fait là, on sait pas. Jessie Matador, Bilal Hassani, et du coup Graham Norton qu'on a retrouvé, et William de Willy Blogs. Et t'as oublié Elina, non? T'as dit Elina de l'Estonie? Ah oui, Elina Netchaeva. Oui. Enfin, non, je crois que je l'ai dit. Ah d'accord, pardon. J'ai pas aimé cette scène pour plusieurs raisons. Alors vas-y. Je crois que tu dois être un des seuls parce que pour le coup, s'il y a bien une scène qui a réuni tous les Eurofans, c'est celle-là, tu vois. Donc je veux bien savoir tes raisons pour lesquelles t'as pas aimé cette scène. Le fan service, c'est bien. C'est sympa le fan service. Oui. Mais quand c'est amené d'une manière aussi dégueulasse que ça, ça m'a vraiment paru comme de trop. Même Salvador Sobral, j'ai pas dit Salvador Sobral, oui. Ça a été amené, mais d'une manière à dire t'as vu, t'as ton chanteur préféré qui l'a, t'as vu. Et j'ai vraiment pas aimé ce côté-là qui te rappelle que, qui te rappelle, regarde, lui il est là, donc t'aimes forcément le film. Non, c'est pas un passage que j'ai aimé. Le fanservice, c'est pas quelque chose qui est forcément bien dans les films. C'est curieux de l'avoir perçu comme ça, mais c'est intéressant ce que tu dis au final. Oui, je vois, mais est-ce qu'ils auraient réussi à avoir un impact aussi si ils avaient pas inclus cette scène? Parce que comme je te disais, c'est peut-être la scène la plus populaire auprès du moins des fans, quoi. Et puis même les gens qui sont pas fans, ils vont comprendre en voyant cette scène que eux, ils ont vraiment été à l'Eurovision.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, et c'est le principe du fanservice, c'est te faire dire je reconnais ça, donc j'aime beaucoup. Ouais. Adil, t'allais dire quelque chose C'est là-dessus? pas gêné. En fait, par rapport à la scène avec les usurpations du Hongo, même les trucs auxquels je suis pas très fan, il s'en fait bien le boulot, hein. Ouais, en fait, surtout, Qu'est-ce que tu voulais mon dire, les préféré, trucs où t'étais c'est pas très Obvious fan? Gary Back, mais Jesse, il a bien fait son taf, hein. D'accord. Putain, si on m'avait dit un jour qu'il y aurait tous ces anciens candidats réunis dans un film, j'y aurais pas cru. Même Anna. Oui. Alors que j'aimais pas du tout sa chanson en 2019. Mais qui a aimé cette chanson? C'est vrai, pardon, Alexandre, il a kiffé la chanson. Alors, du coup, t'étais qui a eu un crush. Ah, vas-y, Alexandre, t'étais heureux de revoir Anna, c'est quoi son nom, Odubescu? J'ai jamais dit que j'aimais sa chanson. Ah, mais non, j'ai mal compris. En fait, non, par contre, même si c'était un plagiat de Angel en 2011, j'aimais bien la scène, enfin la mise en scène, personnellement, Ouais. même si c'était un plagiat. Ouais. Je suis d'accord, c'était bien, mais c'était pas original du tout, quoi. Oui. Comment dire, genre, c'est tellement... J'aime pas cette scène, mais le fait de voir Anna Odobescu, genre, ça me fait penser... Enfin, tu sais, quand on te dit Eurovision, tu peux penser à Bilal Hassani si t'es fan de Bilal, tu peux penser à Lorraine si t'es fan de l'Eurovision, Oui. Jean-Loup et tout, ok, tu peux penser à eux. Mais Oui. qui, un jour, a dit, tiens, si je te dis Eurovision, tu penses à quoi? Anna Odobescu, stay, Non, mais, alors, autant les gagnants et les autres participants de l'Eurovision, on les a payés pour qu'ils soient dans le film, autant elle, je pense que c'est elle qui a payé pour faire une apparition. Elle est devenue la coqueluche des enfants, hein. Ouais. Alors, du coup, vu qu'on parle de notre chanteuse préférée, Anna Odobescu, on va parler de la musique aussi. On va parler un petit peu de la musique aussi. Alors bon, ce qui est intéressant avec la partie musique, c'est qu'on a eu un débat en fait en préparation de ce podcast avec Arthur. On s'est dit est-ce qu'on va la séparer ou pas? Et on a aussi soulevé le fait que c'était beaucoup de la parodie. Et moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que du coup, il y a beaucoup de fans aussi qui l'ont dit. C'est que autant t'avais des trucs, c'était des traits extrêmement forcés, vraiment de la parodie, autant t'avais des chansons de certains pays sur scène dans le film qui auraient pu vraiment faire un effet super positif s'ils avaient vraiment participé au concours. Enfin, moi, j'en suis convaincu et je suis pas le seul. Adil, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, par exemple? Bon, après les musiques sont ce qu'elles sont. Volcanoman et les trucs russes, c'est assez cliché. Oui, non, je pensais pas à ça. C'est cliché je pensais pas à ça pour les bonnes chansons, mais pour l'Eurovision. Ouais. Mais en fait, ma préférée, ce serait plutôt le truc biélorusse, qui est un peu, en fait, si on regarde bien les mises en scène dans la scène de Tel Aviv, c'est un peu des hommages assez discrets. Genre Atari, Maria Yaremchuk, Serrat. Oui. Alexandre. À la limite, Kaino. Oui. Hein. Ouais, Kaino, ouais. Alexandre? Moi, personnellement, il y a certaines chansons, par exemple, le Volcanoman, je trouve que c'est une honte. Heureusement qu'ils l'ont pas choisi pour comme la chanson. Je suis d'accord. Heureusement. Et par exemple, la chanson, la première chanson qui était censée, avec laquelle ils étaient censés aller pour l'Eurovision, mais au final, je spoil, à la fin, ils ont chanté une autre. Double Trouble. Je trouve qu'elle est bien aussi. Oui. Et par exemple, comme disait, je sais plus qui, je crois que c'était Adil, mais je sais plus. La Biélorussie, personnellement, j'ai adoré. Ça m'a fait un peu penser à l'ordi. C'était eux. Et je trouve en soi, même si ça effectivement ça fait cliché, moi personnellement j'ai bien aimé la Russie aussi. Oui. Même si effectivement je suis pas sûr que la télé russe enverrait ça, mais j'ai beaucoup aimé. Oui, ça c'est clair. Arthur? Comme on débattait le soir dernier, je trouvais ça un peu stupide de juger des parodies. Ouais. Les deux chansons que j'ai trouvé qui auraient pu être à l'Eurovision, on va s'en souvenir, c'était la chanson de la Finlande. Oui. Oui, je suis d'accord. Qui aurait pu se retrouver à l'Eurovision, ou la chanson Ousavik,
qui est Oui, la chanson finale, qui est vachement sympa. Mais sinon, le reste, c'est vraiment de la parodie pure, je trouve, et qui est... bah, celle de Voilà. la Biélorussie, elle était pas si mal. Et même quand, parce que tu appelles parodie, moi j'ai compris ça de mon expérience, de ce que j'ai vu sur Twitter. C'est quand les gens ont vu la bande-annonce sortir et les extraits du russe, justement, qui se sont dit, oh mon Dieu, ça va détruire l'Eurovision. Et en fait, pas du tout, parce que moi, je trouve que même dans la parodie, quand on prend du recul de sa position de fan de l'Eurovision et qu'on se met justement à la place des gens qui ne le sont pas, très sincèrement, on a eu pire à l'Eurovision que le candidat russe du film. Quand, Oui, quand on y moi, pense, quand on y pense vraiment, enfin que ce soit costume, musique ou staging, on a eu bien pire. Enfin, il suffit de penser justement à Biélorussie. C'était quoi? C'était au Portugal quand le gars là, avec sa rose, mais Ouais, c'était 2018 mais avec c'était d'un grotesque. Mais ça même dans le film, ils auraient pas pu faire plus parodique que ça, quoi. C'était une parodie vivante, Alexev. T'es fan d'Alexev, c'est ça? Désolé, non, j'ai confondu avec Conan Osiris. J'ai confondu avec Conan Ah, Osiris. Conan Osiris. Bon, j'étais Non, pas un avec- fan non plus, mais je avec- dirais, j'aurais pas eu le même discours concernant Conan Osiris, c'est certain. Alexei, je mets juste bien la performance, qui était vraiment sympa. T'es sérieuse? La performance Ouais. était assez artistique. Pourquoi pas? C'est une opinion, comment dire. Par contre, j'aimerais juste, à propos du film, j'aimerais juste noter un petit détail que Ouais. j'ai pris en note. C'était lors de la performance suédoise, de la Oui. chanson de la Suède. Ah oui. J'ai noté, alors sauf si j'ai mal compté, mais il y avait 7 personnes sur la scène. Ah, Alors, j'avais pas marqué ça, tiens. Ça aurait pu être une question pour le quiz. ouais, alors que c'est interdit. C'est 6 personnes, comme vous le savez tous. Mais après, c'est pas une grosse erreur, mais c'est juste un petit détail que j'ai noté. Ouais. Intéressant. Ah bah oui, oui, non, t'as bien fait, ouais, merci pour ce détail, je n'avais pas remarqué. Est-ce que tu as mis le film en 0,5 pour voir ce détail? Non, du tout. Ça m'a juste sauté à l'œil, en fait, c'est tout. Donc, pour finir sur cette grande rubrique, on va juste donner une impression générale sur le film. Donc, Adil, ton impression générale, au final, ce serait quoi? Bon, mais un peu trop parodique. D'accord. Alexandre? Mais Oui. Je trouve que le film qu'on m'avait vendu, qui détruirait l'image du concours, qui serait une honte et qui serait la vengeance des États-Unis sur le fait qu'ils puissent pas participer à l'Eurovision, même si ça arrivera un jour, forcément, faut être réaliste, l'argent gagne toujours. Bah moi personnellement, je trouve que on m'a pas vendu le même film parce que j'ai bien aimé et je mettrais un petit 8 sur 10. Ah oui, quand même. Ouais. Arthur. Enfin, moi, j'aurais mis 7. Arthur. Bah, c'est vraiment un petit film bien sympathique. Hein. Ça explique bien quand même l'Eurovision à des personnes qui ne connaissent pas forcément l'Eurovision. Oui. C'est une bonne introduction. C'est de l'humour absurde américain, donc il y aura forcément des blagues un petit peu de cul. Oui. Et franchement, c'est vraiment un bon petit film. Hein. C'était pour se détendre, c'est assez sympathique. Oui, c'est pas une œuvre d'art, quoi. Moi, je dirais que le film en lui-même, c'est pas extraordinaire, c'est pas une œuvre d'art. Disons qu'il est un peu, peut-être que là, ça peut choquer certains fans, mais il serait au cinéma ce que l'Eurovision est à la musique. C'est-à-dire que quand on réussit, voilà, à prendre de la distance avec ça, on voit bien que c'est bien pour passer un bon moment, mais c'est pas ce qui serait considéré comme la top qualité. Le truc, le classique à voir, à faire apprendre à tout le monde, à faire découvrir à tout le monde, quoi. Quand même, l'Eurovision, c'est vraiment qui n'a pas regardé au moins une fois l'Eurovision. Oui, mais c'est plus de la pop culture que de la culture artistique que tu retrouvais genre dans des musées ou dans des trucs de l'histoire, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire un petit peu. Ouais, en faisant découvrir Zeljko Joksimovic, tout ça, quoi. Un petit peu, oui, c'est ce que je voulais dire, ouais. Donc voilà pour les opinions, plus ou moins. Personne ne veut rajouter quelque chose. On est bon là-dessus. Non. Ok. Bah du coup, on va terminer ce podcast, la troisième partie du podcast avec le fameux quiz.
qui évidemment cette fois-ci va se porter sur le film aussi. Donc j'ai préparé 3 questions chacun, donc ça vous fera chacun 3 chances de marquer des points. Donc 3 points maximum si vous avez la chance de connaître les réponses à toutes les questions. On va voir si vous avez vraiment suivi le film de manière très attentive. Et donc encore une fois, c'est le hasard. Les questions sont plus ou moins difficiles. Ce sera en fonction de ce qui va vous tomber dessus, littéralement. Comme le bras enflammé de Demi Lovato est tombé sur la gueule de Lars dans le film. Donc, première question qui sera pour Adil. Ok. Est-ce que tu peux me dire, Adil, quel est le nom du banquier véreux qui est responsable de la mort du coup des artistes islandais et qui essaye de tuer Lars au milieu ou vers la fin du film? J'en ai pas la moindre idée, hein. Alors, son nom était Victor. Donc, ça te fait déjà une chance en moins de marquer des points. Deuxième question, qui sera pour Alexandre. Oui. On a une scène où Lars revient en catastrophe en Écosse et tombe par chance, entre guillemets, sur la voiture des Américains. Donc là, c'est tout un passage qu'on a vu dans des milliers de films où ils y vont à fond pour arriver à temps Ouais. à un moment un peu fatidique. Je sens arriver la question. Est-ce que tu te souviens de la couleur de la voiture? C'était une voiture rouge, il me semble, non? Non, elle était verte. Ah bon? Oui, elle était verte. Je pense que si la scène était filmée de jour, j'aurais peut-être retenu, mais de nuit, j'ai peut-être moins fait gaffe. Troisième question pour Arthur. On voit donc dans le film une arena où se passe l'Eurovision avec en gros marqué dessus Eurovision. On sait tous que l'intérieur évidemment a été filmé à Tel Aviv l'année dernière pendant les répétitions du concours. Mais cette arena qu'on voit de l'extérieur, elle est où? Elle est à Rotterdam? Pas du tout. Elle est à Glasgow. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous fait croire que l'Eurovision se passe à Édimbourg. Et en fait, c'est dans la deuxième grande ville d'Écosse qu'ils ont filmé l'arena, parce que du coup, c'est à Glasgow. Et un point peut-être un petit peu moins intéressant, mais à l'époque où il y avait l'Eurovision Dance Contest, c'était pas dans cette arena qu'il avait fait, mais c'était une salle de spectacle qui était juste à côté de cet endroit-là à Glasgow. Alors, oui. Si je comprends bien, ville Édimbourg, Oui. extérieur Glasgow, Oui. intérieur Tel Aviv. C'est ça. Même l'aéroport où il revient, c'était l'aéroport de Glasgow. Et j'ai reconnu parce que moi-même, j'y avais été il y a quelques années. Donc on n'a aucune bonne réponse pour le moment. On retourne au début. Adil, question numéro 4. Alors voilà, un truc que je voulais savoir déjà après un premier tour de questions, est-ce que il y a certains d'entre vous qui connaissaient des réponses de questions que j'ai posées à d'autres personnes? Moi, oui, je savais que c'était Glasgow. Ok. Moi, Victor, le banquier. Victor, ouais. Moi, ça aurait été un peu sur la couleur de la voiture, mais j'aurais pris rouge. Hein. Ok. Tout le monde aurait pu avoir un point. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'ils ont été attribués aux mauvaises personnes. C'est ça qui est marrant avec cette nouvelle version du quiz. Question numéro 4 pour Adil. Quelle remarque fait Sigrid à Lars concernant les statues qu'il trouve chez Lemtov? Je pas la invité, hein. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? Moi, je crois que je l'ai. Vas-y, Stéphane. C'est juste que en gros, il leur montre les statues et il lui fait genre ça te ressemble et après quand il part, il lui dit il se rend pas compte que ça lui ressemble sur toutes les statues. Oui, exactement, c'était ça la réponse, ouais. En gros, mais il est con, il se rend pas compte quoi. Donc, c'est dommage, tu aurais pu gagner le point là aussi, tu vois. Ouais, peut-être. Ok, question numéro 5. Est-ce que tu te souviens du titre de la chanson que les Islandais demandent constamment de chanter à Lars et Sigrid?
c'est Jojo Land, un truc comme ça. Attends, attends. Tu vas essayer de chercher la réponse. Hein? Et tu vas essayer de trouver la réponse. Ça commence par Jojo, je crois. Attends. Est-ce que quelqu'un l'a? Ouais, je l'ai. C'est quoi? C'est Yaya Ding Dong. Yaya Ding Dong, exactement. Voilà, c'est ça. Pardon. C'est ballot. Question numéro 6 pour Arthur, qui va peut-être marquer le premier point. Qu'est-ce que les Américains demandent à Lars la première fois qu'ils le rencontrent à côté de la fontaine? Je crois qu'il demande. Non. Bah, je vais dire, mais je pense que c'est faux. C'est un Starbucks. Non, c'est pas ça. Quelqu'un a la réponse? Je vois la scène, Ouais. mais je crois que c'est, je crois qu'il l'interpelle. Il est en train de, je sais plus, je crois qu'il était en train de lire un livre ou un truc comme ça, et eux ils l'interpellent sur ça, je sais plus. Et en fait, Lars, il est en train de se parler à lui-même dans son reflet. Et en fait, il lui demande si c'est ici qu'ils ont tourné Game of Thrones. Ah oui. Voilà. Donc toujours. Oui. C'est un Starbucks. Et oui, après il les chasse en leur disant allez bouffer à Starbucks, arrêtez de me faire chier. Donc apparemment j'ai posé des questions très pointues, mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois vous les autres l'ont, mais du coup elles sont mal attribuées, donc c'est ça qui est ballot. Est-ce que quelqu'un va finir par marquer un point? C'est ça la question. Alors numéro 7, dernière chance pour toi Adil de marquer un point. Qu'est-ce que dit le père de Lars quand ce dernier dit qu'il faut absolument qu'on retourne au port au moment où ils sont sur le bateau? Tu me fais honte, mon fils. Pas du tout. Il lui dit que... Zero points. Alors, quelqu'un a la réponse? Ouais. Vas-y, Arthur. C'est qu'il faut pas perdre une journée de cash. Exactement. Et c'est comme ça qu'il retourne en nageant jusqu'au rivage. Ok, donc... Je suis dans le cours des autres. Numéro 8, Alexandre. Bon, je vais pas être mauvaise langue, mais là, elle est vraiment tordue, celle-là. Est-ce que tu te souviens du slogan du concours? Moi aussi, je l'aurais eu. Attends. Ce genre de truc, je m'en souviens en plus normalement. Il va essayer de chercher la réponse, mais du coup, comme ça prend 15 ans, il va pas la voir. Attends. Allez. C'est... Attends, tu Google. 2... Non, c'est pas genre un truc genre à Music Harmony, quelque chose comme ça? Alors, t'étais vraiment pas loin, c'était Perfect Harmony. Ah, voilà. Perfect Harmony. C'est ballot. Donc, une dernière chance pour Arthur d'essayer de marquer le seul point de ce podcast. Oh non, mais elle est trop facile en plus celle-là parce qu'on en a parlé dans nos opinions et nos reviews. C'est quel groupe qui représente la Biélorussie dans le film? Mince. Oh non, j'ai pas le nom. Oh non, c'est pas vrai, on l'a dit il y a 10 minutes. J'ai pas le nom, je sais que c'est des monstres et ils ont vraiment fait l'Eurovision en plus, ils ont vraiment gagné. C'est l'ordi? Oui, c'est ça, bravo, putain, mais je t'aurais aidé quand même. Hein. Il s'appelle l'ordi? Oui, c'est l'ordi, oui. C'est vraiment l'ordi en plus? Oui, c'était vraiment eux. Je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si t'as pas dû m'entendre Alexandre, mais oui, c'est vraiment eux. Parce que le chanteur, il a changé d'apparence, il a plus ses cheveux bizarres ou je sais plus quoi. Et c'était vraiment eux. Ouais. C'est vraiment l'ordi? Oui, c'était vraiment l'ordi, ouais. C'est marrant que vous n'ayez pas remarqué. C'est pour ça que la chanson était si bien, du coup. Mais oui. Il y a représente la Biélorussie? Mais oui, c'est ça qui est curieux. Peut-être qu'ils avaient déjà contracté le groupe finlandais avant que l'ordi disent qu'ils étaient intéressés. Du coup, ils l'auront attribué à notre pays. Mais ouais, c'est curieux que du coup, on voit l'ordi représenter la Biélorussie dans le film, ouais. Mais en plus, la chanson finlandaise, il me semble que c'est un groupe américain qui la chante, je crois, non? Et il me semble que c'est un vrai groupe finlandais parce que j'ai regardé, ils existent vraiment, sauf qu'ils ont un nom différent dans la vraie vie. Mais il me semble que c'est des Finlandais, ouais. Parce que je m'étais fait la remarque quand je les ai vus, je m'étais dit, mais eux, ils pourraient vraiment être intéressés à représenter la Finlande à l'Eurovision. Alors, à moins que je dise une bêtise à vérifier, mais il me semble que c'est un groupe qui est vraiment finlandais, ouais. Peut-être. Voilà. Alors, que j'ai mal lu.
Donc, on finit sur une note positive quand même, parce qu'on a réussi à trouver quelqu'un qui a donné une bonne réponse à sa question, malgré un petit peu d'aide. Félicitations Arthur. En général, c'est Adil qui est excellent pour ça, mais ça n'aura pas été le cas cette fois-ci. Donc, très 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 doucement, mais sûrement, peut-être que tu finiras par le rattraper. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que se termine notre podcast cette semaine. C'est sur cette note positive. Donc, merci à tous les gars d'avoir été là une nouvelle fois, et pour cette première pour Alexandre qui a bien fait ses preuves, hein, on doit dire, je trouve. Merci à tous. Adil, un mot d'au revoir. Stream, allez, olé. J'adore, il est tout le temps random, Adil. Ouais. Alors tout le monde parle en même temps. Vas-y, Arthur. On se revoit quand il y aura des news, parce que là, je pense pas qu'il va y avoir grand-chose. Ça risque d'être calme, oui. C'est vrai qu'on a déjà préparé certaines troisième parties d'émission, mais pour les news, là, on va rentrer dans une période assez creuse. Alexandre. Et moi, mon mot de la fin, ce sera take it away. Ok. Merci beaucoup à tous. À très bientôt.